1984, partie 7 du livre audio, chapitre 8 de la partie 2 du roman. Il l'avait fait à la fin. Il l'avait fait. La pièce dans laquelle il se trouvait était longue et éclairée d'une lumière douce. La voix diminuée du télécran n'était plus qu'un murmure bas. La richesse du tapis bleu sombre donnait, quand on marchait, l'impression du velours. À l'extrémité de la pièce, O'Brien, assis à une table, sous une lampe à abat-jour vert, avait, de chaque côté de lui, un monceau de papier. Il n'avait pas pris la peine de lever les yeux quand le domestique avait introduit Winston et Julia. Le cœur de Winston battait si fort qu'il se demandait s'il pourrait parler. Il l'avait fait. Il l'avait fait. C'est tout ce qu'il pouvait penser. Cela avait été un acte imprudent de venir là, et une pure folie d'arriver ensemble, bien qu'à la vérité ils fussent venus par des chemins différents et ne se soient rencontrés qu'à la porte d'O'Brien. Mais de marcher seulement dans un tel lieu demandait un effort des nerfs. Ce n'était qu'en de très rares occasions qu'on voyait l'intérieur d'appartements de membres du parti intérieur, ou même que l'on pénétrait dans le quartier de la ville où ils vivaient. L'atmosphère générale de l'énorme bloc d'appartements, la richesse et les vastes dimensions de tout ce qui s'y trouvait, les odeurs non familières de la bonne nourriture et du bon tabac, les ascenseurs silencieux et incroyablement rapides qui montaient et descendaient sans secousse, les serviteurs, en veste blanche qui se dépêchaient çà et là, tout était intimidant. Quoiqu'il eût un bon prétexte pour venir là, Winston était hanté à chaque pas par la crainte qu'un garde en uniforme noir n'apparaisse soudain à un détour, ne lui demande ses papiers et ne lui ordonne de sortir. Le domestique d'O'Brien, cependant, les avait reçus tous deux sans hésitation. C'était un petit homme aux cheveux noirs, vêtu d'une veste blanche, qui avait un visage en forme de losange, absolument sans expression, qui pouvait être un visage de Chinois. Dans le passage à travers lequel il les conduisit, le parquet était couvert d'un épais tapis. Les murs étaient couverts d'un papier crème, les lambris étaient blancs, le tout d'une propreté exquise. Cela aussi était intimidant. Winston ne pouvait se rappeler avoir jamais vu un couloir dont les murs ne fussent pas salis par le frottement des corps. O'Brien avait entre les mains un bout de papier et semblait l'étudier attentivement. Son lourd visage, penché de telle sorte qu'on pouvait voir la ligne de son nez, paraissait à la fois formidable et intelligent. Pendant peut-être 20 secondes, il resta assis sans bouger. Puis il rapprocha de lui le phonoscript et lança un message dans le jargon hybride des ministères. Item 1,5,7 approuvé entièrement. Stop. Suggestion. Contenu. Item 6 absolument ridicule. Frisant crime pensé. Annulé. Stop. Interrompre construction sage d'abord. Avoir estimation plus complète. Machinerie aérienne. Stop. Fin message. Il se leva délibérément de sa chaise et s'avança vers eux d'un pas assourdi par le tapis. Un peu de l'atmosphère officielle semblait s'être détachée de lui en même temps que les mots novlangue, mais son expression était plus sombre que de coutume, comme s'il n'était pas content d'être dérangé. La terreur que ressentait Winston fut soudain traversée par une pointe d'embarras. Il lui parut tout à fait possible qu'il eût simplement commis une stupide erreur. Quelle preuve réelle avait-il, en effet, qu'O'Brien fût une sorte de conspirateur politique? Rien qu'un éclair des yeux et une unique remarque équivoque. Or cela, il n'y avait que ses propres secrètes suppositions fondées sur un rêve. Il ne pouvait même pas se rabattre sur le prétexte qu'il était venu emprunter le dictionnaire, car, dans ce cas, la présence de Julia ne s'expliquait pas. O'Brien, en passant devant le télécran, parut frappé d'une idée. Il s'arrêta, se tourna et pressa un bouton sur le mur. Il y eut un bruit sec et aigu. La voix s'était arrêtée. Julia laissa échapper un petit cri,
une sorte de cri de surprise. Même dans sa panique, Winston fut trop abasourdi pour pouvoir tenir sa langue. « Vous pouvez le fermer » s'exclama-t-il. « Oui, » répondit O'Brien. « Nous pouvons le fermer. Nous avons ce privilège. » Il était maintenant devant eux. Sa carrure solide dominait celle des deux autres, et l'expression de son visage était encore indéchiffrable. Il attendait, avec quelque rigidité, que Winston parlât. Mais sur quel sujet? Même alors, on pouvait parfaitement concevoir qu'il était simplement un homme occupé qui se demandait avec irritation pourquoi on l'avait interrompu. Personne ne parlait. Après l'arrêt du télécran, un silence de mort parut régner dans la pièce. Les secondes passaient, énormes. Winston, avec difficulté, continua à tenir les yeux fixés sur ceux de O'Brien. Le visage sombre s'adoucit alors soudain en ce qui aurait pu être une ébauche de sourire. De son geste caractéristique, O'Brien ajusta ses lunettes sur son nez. « Le dirai-je ? Où voulez-vous le dire ? » demanda-t-il. « Je le dirai, » répondit promptement Winston. « Cette chose est-elle réellement fermée ? » « Oui, tout est fermé. Nous sommes seuls. » « Nous sommes venus ici parce que... » Il s'arrêta, réalisant pour la première fois le manque de précision de ses propres motifs. Comme il ne savait pas, en fait, quelle sorte d'aide il attendait d'O'Brien, il ne lui était pas facile de dire pourquoi il était venu. Il poursuivit, conscient que ce qu'il disait devait avoir un son faible et prétentieux. Nous croyons qu'il existe une sorte de conspiration, de secrète organisation qui travaille contre le parti, et que vous en êtes un des membres. Nous désirons nous joindre à cette organisation et travailler pour elle. Nous sommes des ennemis du parti. Nous ne croyons pas aux principes de Langsok. Nous sommes des criminels par la pensée. Nous commettons l'adultère. Je vous dis cela parce que nous voulons nous mettre à votre merci. Si vous désirez que nous nous accusions d'une autre façon, nous sommes prêts. Winston s'arrêta et regarda par-dessus son épaule avec la sensation que la porte s'était ouverte. En effet, le petit serviteur au visage jaune était entré sans frapper. Winston vit qu'il portait un plateau sur lequel se trouvaient des verres et une carafe. « Martin est des nôtres, » dit O'Brien, impassible. « Par ici les verres, Martin. Déposez-les sur la table ronde. Assez de chaises ? Alors nous ferions aussi bien de nous asseoir confortablement pour parler. Apportez une chaise pour vous, Martin. Nous allons parler affaires. Vous pouvez, pendant 10 minutes, cesser d'être un domestique. » Le petit homme s'assit, tout à fait à son aise, et cependant avec encore l'air d'un serviteur, l'air d'un valet jouissant d'un privilège. Winston le regarda du coin de l'œil. Il comprit que l'homme jouait une partie qui engageait toute sa vie et qu'il estimait dangereux d'abandonner, même pour un instant, la personnalité qu'il avait adoptée. O'Brien saisit la carafe par le col et emplit les verres d'un liquide rouge foncé. Ce geste éveilla chez Winston le souvenir confus de quelque chose qu'il avait vu, il y avait longtemps, sur un mur ou une palissade. Une grande bouteille faite d'arcs électriques, qui semblait s'élever et s'abaisser et verser son contenu dans un verre. Vue de dessus, la substance paraissait presque noire, mais dans la carafe, elle luisait comme un rubis. Elle avait une odeur aigre-douce. Il vit Julia prendre son verre et le flairer avec une franche curiosité. « Cela s'appelle du vin, » dit O'Brien avec un faible sourire. « Vous le connaissez par les livres, sans doute. Je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup qui aillent au parti extérieur. » Son visage reprit son expression solennelle et il leva son verre. « Je pense qu'il est bon de commencer par porter un toast. À notre chef,
Emmanuel Goldstein. Winston prit son verre avec une certaine avidité. Le vin était un breuvage qu'il connaissait par ses lectures et dont il rêvait. Comme le presse-papier de verre ou les bouts rimés que M. Charrington se rappelait à demi, il appartenait à un passé romantique disparu, le vieux temps, comme il l'appelait en secret. Il avait toujours pensé, il ne savait pourquoi, que le vin était excessivement sucré, comme la confiture de mûre, et qu'il avait un effet immédiatement enivrant. En réalité, quand il en vint à l'avaler, il fut tout à fait désappointé. En réalité, après avoir bu du gin pendant des années, c'est à peine s'il était capable de sentir le goût du vin. Il posa le verre vide. « Il existe donc quelqu'un qui est Goldstein ?» demanda-t-il. « Oui, il existe et il est vivant. Où, je ne sais. Et la conspiration, l'organisation, est-elle réelle ? Elle n'est pas simplement une invention de la police de la pensée ? Non, elle est réelle. Nous l'appelons la fraternité. Vous n'en apprendrez jamais beaucoup plus sur la fraternité, or qu'elle existe et que vous en faites partie. J'y reviendrai tout à l'heure. » Il regarda sa montre. « Il est imprudent, même pour les membres du parti intérieur, de fermer le télécran plus d'une demi-heure. Vous n'auriez pas dû venir ensemble, et il vous faudra partir séparément. Vous, camarade, dit-il, en inclinant la tête dans la direction de Julia. Vous allez partir la première. Nous avons environ 20 minutes à notre disposition. Vous comprenez que je dois commencer par vous poser certaines questions. Qu'êtes-vous préparé à faire en général ? Tout ce dont nous sommes capables, répondit Winston. O'Brien s'était légèrement retourné sur sa chaise, de sorte qu'il faisait face à Winston. Il ignora presque Julia, tenant pour convenu que Winston pouvait parler en son nom. Ses paupières battirent un moment sur ses yeux. Il se mit à poser des questions d'une voix basse, sans expression, comme si c'était une routine, une sorte de catéchisme dont il connaissait déjà la plupart des réponses. « Êtes-vous prêt à donner vos vies ? » ?»« Oui. »« Êtes-vous prêt à tuer ? » ?»« Oui. »« À commettre des actes de sabotage pouvant entraîner la mort de centaines d'innocents ? » ?»« Oui. »« À trahir votre pays auprès de puissances étrangères ? » ?»« Oui. »« Vous êtes prêt à tromper, à faire des faux, à extorquer, à corrompre les esprits des enfants, à distribuer les drogues qui font naître des habitudes, à encourager la prostitution, à propager les maladies vénériennes, à faire tout ce qui est susceptible de causer la démoralisation du parti et de l'affaiblir ? Oui. Si votre intérêt exigeait, par exemple, que de l'acide sulfurique fût jeté au visage d'un enfant, seriez-vous prêt à le faire ? Oui. Êtes-vous prêt à perdre votre identité et à vivre le reste de votre existence comme garçon de café ou docker ? Oui. Êtes-vous prêt à vous suicider, si nous vous l'ordonnons, et quand nous vous l'ordonnerons ? Oui. Êtes-vous prêts, tous deux, à vous séparer et à ne jamais vous revoir ? Non, jeta Julia. Il sembla à Winston qu'un long moment s'écoulait avant qu'il pût répondre. Un instant même, il crut être privé du pouvoir de parler. Sa langue s'agitait sans émettre de son. Elle commençait les premières syllabes d'un mot, puis d'un autre, recommençait encore et encore. Il ne savait pas, avant qu'il l'eût dit, quel mot il allait prononcer. « Non, dit-il enfin. « Vous faites bien de me le faire savoir, dit O'Brien. Il est nécessaire que nous sachions tout. » Il se tourna vers Julia et ajouta, d'une voix un peu plus expressive. « Comprenez-vous que, même s'il survit, ce sera peut-être sous l'aspect d'une personne différente ? Nous pouvons être obligés de lui donner une autre identité. Son visage, ses gestes, la forme de ses mains, la couleur de ses cheveux, même sa voix serait différent. Et vous-même pourrez être devenu une personne différente. Nos chirurgiens peuvent changer les gens et les rendre absolument méconnaissables. Il arrive que ce soit nécessaire. Nous faisons même parfois
l'amputation d'un membre. Winston ne put s'empêcher de lancer de côté un autre regard au visage mongolien de Martin. Il ne put voir aucune cicatrice. Julia avait un peu pâli, ce qui fit ressortir ses taches de rousseur, mais elle affronta bravement O'Brien. Elle murmura quelque chose qui ressemblait à un assentiment. « Bien, ainsi, c'est réglé. » Il y avait sur la table une boîte de cigarettes en argent. O'Brien, d'un air quelque peu absent, la poussa vers eux. Il en prit une lui-même, puis se leva et se mit à marcher lentement de long en large, comme si, debout, il pouvait mieux réfléchir. C'étaient de très bonnes cigarettes, très épaisses et bien tassées, au papier d'une douceur soyeuse non familière. O'Brien regarda encore sa montre-bracelet. « Vous feriez mieux de retourner à l'office, Martin. Je tournerai le bouton du télécran dans un quart d'heure. Regardez bien les visages de ses camarades avant de vous en aller. Vous les reverrez. Moi, peut-être pas. » Les yeux noirs du petit homme, exactement comme il l'avait fait à la porte d'entrée, vacillèrent en regardant leurs visages. Il classait leur aspect dans sa mémoire, mais il n'éprouvait pour eux aucun intérêt, ou du moins ne paraissait en éprouver aucun. Winston se dit qu'un visage synthétique était peut-être incapable de changer d'expression. Sans parler ni faire aucune sorte de salutation, Martin se retira en fermant silencieusement la porte derrière lui. O'Brien arpentait la pièce, une main dans la poche de sa combinaison noire, l'autre tenant sa cigarette. « Vous comprenez, dit-il, que vous lutterez dans l'obscurité. Vous serez toujours dans l'obscurité. Vous recevrez des ordres et y obéirez sans savoir pourquoi. Je vous enverrai plus tard un livre dans lequel vous étudierez la vraie nature de la société dans laquelle nous vivons et la tactique par laquelle nous la détruirons. Quand vous aurez lu ce livre, vous serez tout à fait membre de la fraternité. Mais entre les fins générales, pour lesquelles nous luttons, et les devoirs immédiats du moment, vous ne saurez jamais rien. Je vous dis que la fraternité existe, mais je ne peux vous dire si elle comprend une centaine de membres ou 10 millions. Pour ce que vous en connaîtrez personnellement, vous ne serez jamais capable de dire si elle comprend même une douzaine de membres. Vous aurez des contacts avec 3 ou 4 personnes qui seront remplacées de temps en temps au fur et à mesure de leur disparition. Comme ceci est votre premier contact, il sera maintenu. Les ordres que vous recevrez viendront de moi. Si nous jugeons nécessaire de communiquer avec vous, ce sera par l'entremise de Martin. Quand vous serez finalement prêt, vous vous confesserez. C'est inévitable. Mais, mis à part vos propres actes, vous aurez très peu à confesser. Vous ne pourrez trahir qu'une poignée de gens sans importance. Vous ne me trahirez probablement même pas. D'ici là, je serai peut-être mort, ou je serai devenu une personne différente, avec un visage différent. Il continuait à marcher de long en large sur le tapis épais. En dépit de sa corpulence, il y avait une grâce remarquable dans ses mouvements. Elle se manifestait même dans le geste avec lequel il mettait sa main dans sa poche où roulait une cigarette. Plus même que de face, il donnait une impression de sûreté de soi et d'intelligence teintée d'ironie. Quelle que pût être son ardeur, il n'avait rien du fanatique mu par une idée fixe. Quand il parlait de meurtre, de suicide, de maladies vénériennes, de membres amputés et de visages modifiés, c'était avec un léger accent de persiflage. « C'est inévitable, semblait dire sa voix. C'est ce que nous devons faire sans fléchir. Mais ce n'est pas ce que nous ferons quand la vie vaudra de nouveau la peine d'être vécue. » Une vague d'admiration, presque de dévotion à l'adresse d'O'Brien afflua en Winston. Il avait pour l'instant oublié la silhouette symbolique de Goldstein. Quand on regardait les épaules puissantes d'O'Brien et son visage aux traits grossiers, si laid et pourtant tellement civilisé, il était impossible de croire qu'il pouvait être défait. Il n'y avait pas de stratagème à la hauteur duquel il ne fût pas, de danger qu'il ne pût prévoir. Même Julia semblait impressionnée. Elle avait laissé tomber sa cigarette de sa bouche et écoutait attentivement.
O'Brien poursuivit. Vous devez avoir entendu des rumeurs sur l'existence de la fraternité. Sans doute vous en êtes-vous formé une image qui vous est personnelle. Vous avez probablement imaginé une puissante organisation clandestine de conspirateurs qui se rencontrent secrètement dans des caves, qui griffonnent des messages sur les murs, qui se reconnaissent mutuellement par des mots de passe ou par des mouvements spéciaux de la main. Il n'existe rien de ce genre. Les membres de la fraternité n'ont aucun moyen de se reconnaître, et un membre ne peut connaître l'identité que de très peu d'autres. Goldstein lui-même, s'il tombait entre les mains de la police de la pensée, ne pourrait leur donner une liste complète des membres ou aucune information qui pourrait les amener à avoir une liste complète. Une telle liste n'existe pas. La fraternité ne peut être anéantie parce qu'elle n'est pas une organisation, dans le sens ordinaire du terme. Rien ne relie ses membres, sinon une idée qui est indestructible. Vous n'aurez jamais, pour vous soutenir, que cette idée. Vous n'aurez aucun camarade et aucun encouragement. À la fin, quand vous serez pris, vous ne recevrez aucune aide. Nous n'aidons jamais nos membres. Jamais. S'il est absolument nécessaire que quelqu'un garde le silence, nous pouvons tout au plus introduire parfois en cachette une lame de rasoir dans la cellule d'un prisonnier. Il faudra vous habituer à vivre sans obtenir de résultats et sans espoir. Vous travaillerez un bout de temps, vous serez pris, vous vous confesserez et vous mourrez. Ce sont les seuls résultats que vous verrez jamais. Il n'y a aucune possibilité pour qu'un changement perceptible ait lieu pendant la durée de notre existence. Nous sommes des morts. Notre seule vie réelle est dans l'avenir. Nous prendrons part à cet avenir sous forme de poignées de poussière et d'esquilles d'os. Mais à quelle distance de nous peut être ce futur, il est impossible de le savoir. Ce peut être 1 millier d'années. Actuellement, rien n'est possible, sauf d'étendre petit à petit la surface du jugement saint. Nous ne pouvons agir de concert. Nous pouvons seulement diffuser nos connaissances d'individu à individu, de génération en génération, en face de la police de la pensée. Il n'y a pas d'autre voie. Il s'arrêta et regarda sa montre pour la 3e fois. « Il est presque temps que vous partiez, camarade, » dit-il à Julia. « Attendez, le carafon est encore à moitié plein. » Il remplit les verres et, prenant le sien par le pied, l'éleva. « À quoi devons-nous boire, cette fois ?» dit-il avec toujours la même légère teinte d'ironie. « À la confusion de la police de la pensée? À la mort de Big Brother? À l'humanité? À l'avenir? » « Au passé, » répondit Winston. « Le passé est plus important, » consentit O'Brien gravement. Ils vidèrent leurs verres, et un moment après, Julia se leva pour partir. O'Brien prit sur un secrétaire une petite boîte et tendit à Julia une tablette blanche et plate qui lui dit de mettre sur sa langue. Il était important de ne pas sortir avec l'odeur de vin sur soi. Les employés de l'ascenseur étaient très observateurs. Sitôt que la porte se referma sur Julia, il sembla oublier son existence. Il fit encore quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta. « Il y a des détails à régler, » dit-il. « Je présume que vous avez un endroit quelconque où vous cacher ?» Winston parla de la pièce qui était au-dessus de la boutique de M. Charrington. « Pour l'instant, cela suffira. Plus tard, nous arrangerons quelque chose d'autre pour vous. Il est important de changer fréquemment de cachette. Entre-temps, je vous enverrai un exemplaire du livre. » Même O'Brien, remarqua Winston, semblait prononcer ce mot comme s'il était en italique. « Le livre de Goldstein, je veux dire, aussitôt que possible. Il faudra peut-être quelques jours pour que j'en obtienne un. Il n'en existe pas beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer. La police de la pensée les pourchasse et les détruit presque aussi rapidement que nous pouvons les sortir. Cela importe très peu. Le livre est indestructible. Si le dernier exemplaire était détruit, nous pourrions le reproduire presque mot pour mot. Apportez-vous une serviette pour travailler? En général, oui. Comment est-elle? Noire, très usée, à 2 courroies. Noire, 2 courroies,
très usé. Bon, un jour proche, je ne peux vous donner de date. Un des messages que l'on vous envoie pour votre travail contiendra un matin une coquille, et vous aurez à réclamer une autre copie. Le lendemain, vous irez travailler sans votre serviette. À un moment de la journée, dans la rue, un homme vous touchera le bras et vous dira « Je crois que vous avez laissé tomber votre serviette ». Celle qu'il vous donnera contiendra un exemplaire du livre de Goldstein. Vous le retournerez avant 14 jours. Ils gardèrent un moment le silence. « Il reste encore 2 minutes avant que vous ayez à partir, » dit O'Brien. « Nous nous rencontrerons encore, si nous devons nous rencontrer. » Winston leva vers lui les yeux. « Là où il n'y a plus de ténèbres, » continua-t-il en hésitant. O'Brien acquiesça sans manifester de surprise. « Là où il n'y a plus de ténèbres, » répéta-t-il, comme s'il avait reconnu l'allusion. « Et entre-temps, y a-t-il quelque chose que vous désiriez dire avant de partir? Un message? Une question ?» Winston réfléchit. Il ne semblait pas y avoir d'autres questions qu'il voulût poser. Encore moins sentait-il le désir d'émettre des généralités ronflantes. Au lieu de penser à quelque chose qui se rapporterait directement à O'Brien ou à la fraternité, il lui vint à l'esprit une sorte de tableau composite de la sombre chambre dans laquelle sa mère avait passé ses derniers jours, de la petite pièce au-dessus du magasin de M. Charrington, du presse-papier de verre et de la gravure sur acier dans son cadre de bois de rosée. Presque au hasard, il dit « Avez-vous jamais entendu une vieille chanson qui commence ainsi ? Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. » O'Brien acquiesça. Avec une sorte de courtoisie grave, il compléta la strophe. « Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois 3 farthings, disent les cloches de Saint-Martin. Quand me payeras-tu, disent les cloches du vieux Bailey. Quand je serai riche, disent les cloches de Shoreditch. » « Vous saviez la dernière ligne, » dit Winston. « Oui, je savais la dernière ligne. Et maintenant, je crois qu'il est temps que vous partiez. Vous feriez mieux de me laisser vous donner une de ces tablettes. » Quand Winston se leva, O'Brien tendit la main. Sa poigne puissante serra la main de Winston jusqu'aux os. À la porte, Winston se retourna, mais O'Brien semblait déjà en train de le rejeter de son esprit. Il attendait, sa main sur le bouton qui commandait le télécran. Winston put voir dans le fond la table à écrire avec sa lampe à abat-jour vert, le phonoscript et les corbeilles à télégrammes bourrées de papier. L'incident était clos. Dans 30 secondes, se dit-il, O'Brien aurait repris, pour le service du parti, son important travail interrompu. Chapitre 9. Winston était gélatineux de fatigue. Gélatineux était le mot juste, qui lui était spontanément venu à l'esprit. Son corps lui semblait avoir, non seulement la faiblesse de la gelée, mais son aspect translucide. Il avait l'impression que s'il levait la main, il pourrait voir la lumière à travers elle. Tout le sang et toute la lymphe de son corps avaient été drainés par une énorme débauche de travail, ne laissant qu'une frêle structure de nerfs, d'os et de peau. Toutes ces sensations semblaient amplifiées. Sa combinaison lui irritait les épaules, le pavé lui chatouillait les pieds, même ouvrir et fermer la main demandait un effort qui faisait craquer les jointures. Il avait, en 5 jours, travaillé plus de 90 heures. Tous les autres du ministère en avaient fait autant. Maintenant, c'était fini, et il n'avait littéralement rien à faire, aucun travail d'aucune sorte pour le parti, jusqu'au lendemain matin. Il pourrait passer 6 heures dans la cachette et 9 dans son propre lit. Par un doux après-midi ensoleillé, il remontait lentement une rue sale en direction du magasin de M. Charrington. Il tenait l'œil ouvert
pour surveiller les patrouilles, mais, sans raison, il était convaincu que cet après-midi-là, il n'y avait aucun danger que quelqu'un vienne le gêner. La lourde serviette qu'il portait lui cognait le genou à chaque pas et faisait monter et descendre, dans la peau de sa jambe, une sensation de fourmillement. Dans la serviette était placé le livre qu'il possédait depuis 6 jours et qu'il n'avait pourtant pas ouvert ni même regardé. Au 6e jour de la semaine de la haine, après les processions, les discours, les cris, les chants, les bannières, les affiches, les films, les effigies de cire, le roulement des tambours, le glapissement des trompettes, le bruit de pas des défilés en marche, le grincement des chenilles de tanks, le mugissement des groupes d'aéroplanes, le grondement des canons. Après 6 jours de tout cela, alors que le grand orgasme palpitait vers son point culminant, que la haine générale contre l'Eurasia s'était échauffée et en était arrivée à un délire tel que si la foule avait pu mettre la main sur les 2000 criminels eurasiens qu'on devait pendre en public le dernier jour de la semaine, elle les aurait certainement mis en pièces. Juste à ce moment, on annonça qu'après tout, l'Océania n'était pas en guerre contre l'Eurasia. L'Océania était en guerre contre l'Estasia. L'Eurasia était un allié. Il n'y eut naturellement aucune déclaration d'un changement quelconque. On apprit simplement, partout à la fois, avec une extrême soudaineté, que l'ennemi c'était l'Estasia et non l'Eurasia. Winston prenait part à une manifestation dans l'un des squares du centre de Londres quand la nouvelle fut connue. C'était la nuit. Les visages et les bannières rouges étaient éclairés d'un flot de lumière blafarde. Le square était bondé de plusieurs milliers de personnes, dont un groupe d'environ 1 millier d'écoliers revêtus de l'uniforme des espions. Sur une plateforme drapée de rouge, un orateur du parti intérieur, un petit homme maigre aux longs bras disproportionnés, au crâne large et chauve sur lequel étaient disséminées quelques rares mèches raides, haranguait la foule. C'était une petite silhouette de baudruche hygiénique, contorsionnée par la haine. Une de ses mains s'agrippait au tube du microphone, tandis que l'autre, énorme et menaçante au bout d'un bras osseux, déchirait l'air au-dessus de sa tête. Sa voix rendue métallique par les haut-parleurs faisait ressentir les mots d'une interminable liste d'atrocités, de massacres, de déportations, de pillages, de viols, de tortures de prisonniers, de bombardements de civils, de propagande mensongère, d'agressions injustes, de traités violés. Il était presque impossible de l'écouter sans être d'abord convaincu, puis affolé. La fureur de la foule croissait à chaque instant, et la voix de l'orateur était noyée dans un hurlement de bêtes sauvages qui jaillissaient involontairement des milliers de gosiers. Les glapissements les plus sauvages venaient des écoliers. L'orateur parlait depuis peut-être 20 minutes, quand un messager monta en toute hâte sur la plateforme et lui glissa dans la main un bout de papier. Il le déplia et le lut sans interrompre son discours. Rien ne changea de sa voix ou de ses gestes ou du contenu de ce qu'il disait, mais les noms, soudain, furent différents. Sans que rien fût dit, une vague de compréhension parcourut la foule. L'Océania était en guerre contre l'Estasia. Il y eut, le moment d'après, une terrible commotion. Les bannières et les affiches qui décoraient le square tombaient toutes à faux. Presque la moitié d'entre elles montraient des visages de l'ennemi actuel. C'était du sabotage. Les agents de Goldstein étaient passés par là. Il y eut un interlude tumultueux au cours duquel les affiches furent arrachées des murs, les bannières réduites en lambeaux et piétinées. Les espions accomplirent des prodiges d'activité en grimpant jusqu'au faîte des toits pour couper les banderoles qui flottaient sur les cheminées. Mais en 2 ou 3 minutes, tout était terminé. L'orateur, qui étreignait encore le tube du microphone, les épaules courbées en avant, la main libre déchirant l'air,
avait sans interruption continué son discours. 1 minute après, les sauvages hurlements de rage éclataient de nouveau dans la foule. La haine continuait exactement comme auparavant, sauf que la cible avait été changée. Ce qui impressionna Winston quand il y repensa, c'est que l'orateur avait passé d'une ligne politique à une autre, exactement au milieu d'une phrase. Non seulement sans arrêter, mais sans même changer de syntaxe. À ce moment-là, Winston avait eu d'autres sujets de préoccupation. C'est pendant le désordre du moment, pendant que les affiches étaient déchirées et jetées, qu'un homme, dont il ne vit pas le visage, lui avait frappé l'épaule et dit « Pardon, je crois que vous avez laissé tomber votre serviette. » Il prit la serviette d'un geste distrait, sans mot dire. Il savait qu'il faudrait attendre quelques jours avant qu'il eût la possibilité de l'ouvrir. Dès la fin de la manifestation, il se rendit tout droit au ministère, bien qu'il fût près de 23 heures. L'équipe entière du ministère avait fait comme lui. Les ordres que déjà émettaient les télécrans pour les rappeler à leur poste étaient à peine nécessaires. L'Océania était en guerre contre les Stasia. L'Océania avait donc toujours été en guerre contre les Stasia. Une grande partie de la littérature politique de 5 années était maintenant complètement surannée. Exposés et récits de toutes sortes, journaux, livres, pamphlets, films, disques, photographies, tout devait être rectifié à une vitesse éclair. Bien qu'aucune directive n'eût jamais été formulée, on savait que les chefs du commissariat entendaient qu'avant 1 semaine ne demeure nulle part aucune mention de la guerre contre l'Eurasia et de l'alliance avec les Stasia. Le travail était écrasant, d'autant plus que les procédés qu'il impliquait ne pouvaient être appelés de leur vrai nom. Au commissariat aux archives, tout le monde travaillait 18 heures sur 24, avec 2 intervalles de 3 heures de sommeil hâtif. Des matelas furent montés des caves et étalés dans tous les couloirs. Les repas consistaient en sandwichs et du café de la Victoire était apporté sur des chariots roulants par des gens de la cantine. Chaque fois que Winston s'arrêtait pour un de ses tours de sommeil, il tâchait de ne pas laisser de travail à faire sur son bureau. Mais lorsqu'il se traînait, les yeux collants et malades, vers sa cabine, c'était pour trouver une autre pluie de cylindres de papier qui recouvraient le bureau comme un monceau de neige et commençait à s'abattre sur le parquet. Si bien que le premier travail était toujours de les entasser en une pile assez régulière pour avoir la place de travailler. Le pire était que le travail n'était pas du tout purement mécanique. Souvent, il suffisait simplement de substituer un nom à un autre. Mais tout rapport détaillé d'événements demandait de l'attention et de l'imagination. Les connaissances géographiques même, nécessaires pour transférer la guerre d'une partie du monde dans une autre, étaient considérables. Au 3e jour, il avait des maux d'yeux insupportables, et il lui fallait essuyer ses verres à chaque instant. C'était comme de lutter contre une tâche physique écrasante, quelque chose qu'on aurait le droit de refuser, mais que l'on était néanmoins nerveusement anxieux d'accomplir. Autant qu'il put s'en souvenir, Winston n'était pas troublé par le fait que tous les mots qu'il murmurait au phonoscript, tous les traits de son crayon à encre, étaient des mensonges délibérés. Il était aussi désireux que n'importe qui dans le département que la falsification fût parfaite. Le 6e jour au matin, l'écoulement des cylindres ralentit. Pendant près d'une demi-heure, rien ne sortit du tube. Puis il y eut un autre cylindre. Puis plus rien. Partout, au même moment, le travail ralentit. Un profond et secret soupir fut exhalé dans tout le commissariat. Une œuvre importante, dont on ne pourrait jamais parler, venait d'être achevée. Il était maintenant impossible à aucun être humain de prouver par des documents qu'il n'y avait jamais eu une guerre contre l'Eurasia. À 12 heures, il fut annoncé de façon inattendue que tous les employés du ministère étaient libres jusqu'au lendemain matin. Winston portait encore la serviette qui contenait le livre. Elle était restée entre ses pieds pendant qu'il travaillait, et sous son corps pendant qu'il dormait. Il rentra chez lui, se rasa et s'endormit presque dans le bain, bien que l'eau fût à peine plus que tiède.
Avec une sorte de voluptueux grincement de ses articulations, il monta l'escalier au-dessus du magasin de M. Charrington. Il était fatigué, mais n'avait plus sommeil. Il ouvrit la fenêtre, alluma le petit fourneau à pétrole sale et posa dessus une casserole d'eau pour le café. Julia arriverait bientôt. D'ici là, il y avait le livre. Il s'assit dans le fauteuil usé et défit les courroies de la serviette. C'était un lourd volume noir, relié par un amateur, sans nom ni titre sur la couverture. L'impression paraissait légèrement irrégulière. Les pages étaient usées sur les bords et se séparaient facilement, comme si le livre avait passé entre beaucoup de mains. Sur la page de garde, il y avait l'inscription suivante. Théorie et pratique du collectivisme oligarchique par Emmanuel Goldstein. Winston commença à lire. Chapitre 1. L'ignorance, c'est la force. Au cours des époques historiques, et probablement depuis la fin de l'âge néolithique, il y eut dans le monde 3 classes. La classe supérieure, la classe moyenne, la classe inférieure. Elles ont été subdivisées de beaucoup de façons, elles ont porté d'innombrables noms différents, la proportion du nombre d'individus que comportait chacune, aussi bien que leur attitude les unes vis-à-vis des autres ont varié d'âge en âge. Mais la structure essentielle de la société n'a jamais varié. Même après d'énormes poussées et des changements apparemment irrévocables, la même structure s'est toujours rétablie, exactement comme un gyroscope reprend toujours son équilibre, aussi loin qu'on le pousse d'un côté ou de l'autre. Les buts de ces 3 groupes sont absolument inconciliables. Winston s'arrêta de lire, surtout pour jouir du fait qu'il était en train de lire dans le confort et la sécurité. Il était seul. Pas de télécran, pas d'oreille au trou de la serrure, pas d'impulsion nerveuse le poussant à regarder par-dessus son épaule ou à couvrir la page de sa main. L'air doux de l'été se jouait contre son visage. De quelque part, au loin, arrivaient des cris affaiblis d'enfants. Dans la chambre elle-même, il n'y avait aucun bruit, sauf la voix d'insecte de l'horloge. Il s'enfonça plus profondément dans le fauteuil et posa ses pieds sur le garde-feu. C'était le bonheur, c'était l'éternité. Soudain, comme on fait parfois d'un livre dont on sait qu'en fin de compte on lira et relira tous les mots, il l'ouvrit à une page et se trouva au chapitre 3. Il continua à lire. Chapitre 3. La guerre, c'est la paix. La division du monde en 3 grands États principaux est un événement qui pouvait être, et, en vérité, était prévu avant le milieu du XXe siècle. Avant l'absorption de l'Europe par la Russie et de l'Empire britannique par les États-Unis, 2 des 3 puissances actuelles, l'Eurasia et l'Océania, étaient déjà effectivement constituées. La 3e, l'Estasia, n'émergea comme unité distincte qu'après une autre décennie de luttes confuses. Les frontières entre les 3 super-États sont, en quelques endroits arbitraires. En d'autres, elles varient suivant la fortune de la guerre, mais elles suivent en général les tracés géographiques. L'Eurasia comprend toute la partie nord du continent européen et asiatique, du Portugal au détroit de Bering. L'Océania comprend les Amériques, les îles de l'Atlantique, y compris les îles britanniques, l'Australie et le sud de l'Afrique. L'Estasia, plus petite que les autres, et avec une frontière occidentale moins nette, comprend la Chine et les contrées méridionales de la Chine, les îles du Japon et une portion importante, mais variable, de la Mandchourie, de la Mongolie et du Tibet. Groupés d'une façon ou d'une autre, ces 3 super-États sont en guerre d'une façon permanente depuis 25 ans. La guerre, cependant, n'est plus la lutte désespérée jusqu'à l'anéantissement qu'elle était dans les premières décennies du XXe siècle. C'est une lutte dont les buts sont limités, entre combattants incapables de se détruire l'un l'autre, qui n'ont pas de raison matérielle de se battre,
et ne sont divisées par aucune différence idéologique véritable. Cela ne veut pas dire que la conduite de la guerre ou l'attitude dominante en face d'elle soit moins sanguinaire ou plus chevaleresque. Au contraire, l'hystérie guerrière est continue et universelle dans tous les pays, et le viol, le pillage, le meurtre d'enfants, la mise en esclavage des populations, les représailles contre les prisonniers, qui vont même jusqu'à les faire bouillir ou à les enterrer vivants, sont considérés comme normaux. Commis par des partisans et non par l'ennemi, ce sont des actes méritoires. Mais, dans un sens matériel, la guerre engage un très petit nombre de gens qui sont surtout des spécialistes très entraînés et, comparativement, causent peu de morts. La lutte, quand il y en a une, a lieu sur les vagues frontières dont l'homme moyen peut seulement deviner l'emplacement, ou autour des forteresses flottantes qui gardent les points stratégiques des routes maritimes. Dans les centres civilisés, la guerre signifie surtout une diminution continuelle des produits de consommation et la chute, parfois, d'une bombe fusée qui peut causer quelques vingtaines de morts. La guerre a, en fait, changé de caractère. Plus exactement, l'ordre d'importance des raisons pour lesquelles la guerre est engagée a changé. Des motifs qui existaient déjà, mais dans une faible mesure, lors des grandes guerres du début du XXe siècle, sont maintenant devenus essentiels. Ils sont ouvertement reconnus et l'on agit en conséquence d'après eux. Pour comprendre la nature de la présente guerre, car en dépit des regroupements qui se succèdent à peu d'intervalle, c'est toujours la même guerre, on doit réaliser d'abord qu'il est impossible qu'elle soit décisive. Aucun des trois super-États ne pourrait être définitivement conquis, même par les deux autres. Les forces sont trop également partagées, les défenses naturelles trop formidables. L'Eurasia est protégée par ses vastes étendues de terre, l'Océania par la largeur de l'Atlantique et du Pacifique, l'Estasia par la fécondité et l'habileté de ses habitants. En deuxième lieu, il n'y a plus, au sens matériel, de raison pour se battre. Avec l'établissement des économies intérieures dans lesquelles la production et la consommation sont engrenées l'une dans l'autre, la lutte pour les marchés, qui était l'une des principales causes des guerres antérieures, a disparu. La compétition pour les matières premières n'est plus une question de vie ou de mort. Dans tous les cas, chacun des trois super-États est si vaste qu'il peut obtenir à l'intérieur de ses frontières presque tous les matériaux qui lui sont nécessaires. Pour autant que la guerre est un but directement économique, c'est une guerre engagée pour la puissance de la main-d'œuvre. Entre les frontières des trois super-États, dont aucun ne parvient à le posséder en permanence, s'étend un quadrilatère approximatif dont les sommets sont à Tanger, Brazzaville, Darwin et Hong Kong, et qui contient environ 1/5 de la population du globe. C'est pour la possession de ces régions surpeuplées et du pôle glacé du Nord que les trois puissances sont constamment en guerre. En pratique, aucune puissance ne régit jamais la surface entière de l'espace disputé. Des portions de cette surface changent constamment de main, et c'est la volonté de s'emparer d'un fragment ou d'un autre de ces pays par une soudaine trahison qui dicte les changements sans fin des groupements. Tous les territoires disputés contiennent des minéraux de valeur et quelques-uns fournissent d'importants produits végétaux comme le caoutchouc, dont il est nécessaire, dans les pays plus froids, de faire la synthèse par des méthodes comparativement onéreuses. Mais ils contiennent surtout une réserve inépuisable de main-d'œuvre à bon marché. La puissance qui régit l'Afrique équatoriale ou les contrées du Moyen-Orient ou l'Inde du Sud ou l'archipel indonésien dispose de vingtaines ou de centaines de millions de coulis qui travaillent durement pour des salaires de famine. Les habitants de ces pays, réduits plus ou moins ouvertement à l'état d'esclaves, passent continuellement d'un conquérant à un autre. Ils sont employés, comme une quantité donnée de charbon ou d'huile humain, à produire plus d'armes, à s'emparer de plus de territoires et à posséder une plus grande puissance de main-d'œuvre pour produire plus d'armes, pour s'emparer de plus de territoires, et ainsi de suite, indéfiniment. Il est à noter que la lutte ne dépasse jamais réellement les limites des surfaces disputées. Les frontières de l'Eurasia reculent et avancent entre le bassin du Congo,
et le rivage nord de la Méditerranée. Les îles de l'océan Indien et du Pacifique sont constamment prises et reprises par l'Océania ou par l'Estasia. En Mongolie, la ligne qui sépare l'Eurasia et l'Estasia n'est jamais stable. Autour du pôle, les trois puissances revendiquent de vastes territoires qui sont en fait, en grande partie, inhabités et inexplorés. Mais le niveau de puissance reste toujours approximativement équivalent et le territoire qui forme le cœur de chaque super-État demeure toujours inviolé. Qui plus est, le travail des peuples exploités autour de l'équateur n'est pas réellement nécessaire à l'économie mondiale. Il n'ajoute rien à la richesse du monde, puisque tout ce qu'il produit est utilisé à des fins de guerre. Lorsqu'on livre une guerre, c'est toujours pour être en meilleure position pour livrer une autre guerre. Par leur travail, les populations esclaves permettent de hâter la marche de l'éternelle guerre. Mais si elle n'existait pas, la structure de la société et le processus par lequel elle se maintient ne seraient pas essentiellement différents. Le but primordial de la guerre moderne, en accord avec les principes de la double pensée, ce but est en même temps reconnu et non reconnu par les cerveaux directeurs du parti intérieur, est de consommer entièrement les produits de la machine sans élever le niveau général de vie. Depuis la fin du XIXe siècle, le problème de l'utilisation du surplus des produits de consommation a été latent dans la société industrielle. Actuellement, alors que peu d'êtres humains ont suffisamment à manger, ce problème n'est évidemment pas urgent, et il pourrait ne pas le devenir, alors même qu'aucun procédé artificiel de destruction n'aurait été mis en œuvre. Le monde d'aujourd'hui est un monde nu, affamé, dilapidé, comparé au monde qui existait avant 1914. Et encore plus si on le compare à l'avenir qu'imaginaient les gens de cette époque. Dans les premières années du XXe siècle, la vision d'une société future, incroyablement riche, jouissant de loisirs, disciplinée et efficiente, un monde aseptisé et étincelant de verre, d'acier, de béton d'un blanc de neige, faisait partie de la conscience de tous les gens qui avaient des lettres. La science et la technologie se développaient avec une prodigieuse rapidité, et il semblait naturel de présumer qu'elles continueraient à se développer. Cela ne se produisit pas, en partie à cause de l'appauvrissement qu'entraîna une longue série de guerres et de révolutions, en partie parce que le progrès scientifique et technique dépendait d'habitudes de pensées empiriques qui ne pouvaient survivre dans une société strictement enrégimentée. Le monde est, dans son ensemble, plus primitif aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans. Certains territoires arriérés se sont civilisés et divers appareils, toujours par quelque côté en relation avec la guerre et l'espionnage policier, ont été perfectionnés. Mais les expériences et les inventions se sont en grande partie arrêtées. De plus, les ravages de la guerre atomique de l'époque 1950 n'ont jamais été entièrement réparés. Néanmoins, les dangers inhérents à la machine sont toujours présents. Dès le moment de la parution de la première machine, il fut évident, pour tous les gens qui réfléchissaient, que la nécessité du travail de l'homme et, en conséquence, dans une grande mesure, de l'inégalité humaine avait disparu. Si la machine était délibérément employée dans ce but, la faim, le surmenage, la malpropreté, l'ignorance et la maladie pourraient être éliminés après quelques générations. En effet, alors qu'elle n'était pas employée dans cette intention, la machine, en produisant des richesses qu'il était parfois impossible de distribuer, éleva réellement de beaucoup, par une sorte de processus automatique, le niveau moyen de vie des humains, pendant une période d'environ 50 ans, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Mais il était aussi évident qu'un accroissement général de la richesse était vraiment, en un sens, la destruction d'une société hiérarchisée. Dans un monde dans lequel le nombre d'heures de travail serait court, où chacun aurait suffisamment de nourriture, vivrait dans une maison munie d'une salle de bain et d'un réfrigérateur, posséderait une automobile ou même un aéroplane, la plus évidente,
et peut-être la plus importante forme d'inégalité aurait déjà disparu. Devenue générale, la richesse ne conférerait plus aucune distinction. Il était possible, sans aucun doute, d'imaginer une société dans laquelle la richesse, dans le sens de possession personnelle et de luxe, serait également distribuée, tandis que le savoir resterait entre les mains d'une petite caste privilégiée. Mais, dans la pratique, une telle société ne pourrait demeurer longtemps stable. Si tous, en effet, jouissaient de la même façon de loisirs et de sécurité, la grande masse d'êtres humains, qui est normalement abrutie par la pauvreté, pourrait s'instruire et apprendre à réfléchir par elle-même. Elle s'apercevrait alors tôt ou tard que la minorité privilégiée n'a aucune raison d'être, et la balayerait. En résumé, une société hiérarchisée n'était possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. Revenir à la période agricole du passé, comme l'ont rêvé certains penseurs du début du XXe siècle, n'était pas une solution pratique. Elle s'opposait à la tendance à la mécanisation devenue quasi instinctive dans le monde entier. De plus, une contrée qui serait arriérée industriellement serait impuissante au point de vue militaire et serait vite dominée, directement ou indirectement, par ses rivaux plus avancés. Maintenir les masses dans la pauvreté en restreignant la production n'était pas non plus une solution satisfaisante. Cette solution fut appliquée sur une large échelle durant la phase finale du capitalisme, en gros entre 1920 et 1940. On laissa stagner l'économie d'un grand nombre de pays, des terres furent laissées en jachère, on n'ajouta pas au capital équipement et de grandes masses de population furent empêchées de travailler. La charité d'État les maintenait à moitié en vie. Mais cette situation, elle aussi, entraînait la faiblesse militaire. Et comme les privations qu'elle infligeait étaient visiblement inutiles, elle rendait l'opposition inévitable. Le problème était de faire tourner les roues de l'industrie sans accroître la richesse réelle du monde. Des marchandises devaient être produites, mais non distribuées. En pratique, le seul moyen d'y arriver était de faire continuellement la guerre. L'acte essentiel de la guerre est la destruction. Pas nécessairement de vies humaines, mais des produits du travail humain. La guerre est le moyen de briser, de verser dans la stratosphère ou de faire sombrer dans les profondeurs de la mer les matériaux qui, autrement, pourraient être employés à donner trop de confort aux masses et, partant, trop d'intelligence en fin de compte. Même quand les armes de guerre ne sont pas réellement détruites, leur manufacture est encore un moyen facile de dépenser la puissance de travail sans rien produire qui puisse être consommé. Une forteresse flottante, par exemple, a immobilisé pour sa construction la main-d'œuvre qui aurait pu construire plusieurs centaines de cargos. Plus tard, alors qu'elle n'a apporté aucun bénéfice matériel à personne, elle est déclarée surannée et envoyée à la ferraille. Avec une dépense plus énorme de main-d'œuvre, une autre forteresse flottante est alors construite. En principe, l'effort de guerre est toujours organisé de façon à dévorer le surplus qui pourrait exister après que les justes besoins de la population sont satisfaits. En pratique, les justes besoins vitaux de la population sont toujours sous-estimés. Le résultat est que, d'une façon chronique, la moitié de ce qui est nécessaire pour vivre manque toujours, mais est considéré comme un avantage. C'est par une politique délibérée que l'on maintient tout le monde, y compris même les groupes favorisés, au bord de la privation. Un état général de pénurie accroît en effet l'importance des petits privilèges et magnifie la distinction entre un groupe et un autre. D'après les standards des premières années du XXe siècle, les membres mêmes du parti intérieur mènent une vie austère et laborieuse. Néanmoins, le peu de confort dont ils jouissent, leurs appartements larges et bien meublés, la solide texture de leurs vêtements, la bonne qualité de leur nourriture, de leurs boissons, de leur tabac, leurs 2 ou 3 domestiques, leurs voitures ou leurs hélicoptères personnels,
les place dans un monde différent de celui d'un membre du parti extérieur. Et les membres du parti extérieur ont des avantages similaires, comparativement aux masses déshéritées que nous appelons les prolétaires. L'atmosphère sociale est celle d'une cité assiégée, dans laquelle la possession d'un morceau de viande de cheval constitue la différence entre la richesse et la pauvreté. En même temps, la conscience d'être en guerre, et par conséquent en danger, fait que la possession de tout le pouvoir par une petite caste semble être la condition naturelle et inévitable de survie. La guerre, comme on le verra, non seulement accomplit les destructions nécessaires, mais les accomplit d'une façon acceptable psychologiquement. Il serait en principe très simple de gaspiller le surplus de travail du monde en construisant des temples et des pyramides, en creusant des trous et en les rebouchant, en produisant même de grandes quantités de marchandises auxquelles on mettrait le feu. Ceci suffirait sur le plan économique, mais la base psychologique d'une société hiérarchisée n'y gagnerait rien. Ce qui intervient ici, ce n'est pas la morale des masses, dont l'attitude est sans importance, tant qu'elles sont fermement maintenues dans le travail, mais la morale du parti lui-même. On demande aux membres, même le plus humble du parti, d'être compétents, industrieux et même intelligents dans d'étroites limites. Il est de plus nécessaire qu'il soit un fanatique, crédule, ignorant, dont les caractéristiques dominantes sont la crainte, la haine, l'humeur flagorneuse et le triomphe orgiaque. En d'autres mots, il est nécessaire qu'il ait la mentalité appropriée à l'état de guerre. Peu importe que la guerre soit réellement déclarée, et, puisqu'aucune victoire décisive n'est possible, peu importe qu'elle soit victorieuse ou non. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'état de guerre existe. La systématisation de l'intelligence que requiert le parti de ses membres, et qui est plus facilement réalisée dans une atmosphère de guerre, est maintenant presque universelle. Mais plus le rang est élevé, plus marquée devient cette spécialisation. C'est précisément dans le parti intérieur que l'hystérie de guerre et la haine de l'ennemi sont les plus fortes. Dans son rôle d'administrateur, il est souvent nécessaire à un membre du parti intérieur de savoir qu'un paragraphe ou un autre des nouvelles de la guerre est faux, et il lui arrive souvent de savoir que la guerre entière est apocryphe, soit qu'elle n'existe pas, soit que les motifs pour lesquels elle est déclarée soient tout à fait différents de ceux que l'on fait connaître. Mais une telle connaissance est neutralisée par la technique de la double pensée. Entre-temps, aucun membre du parti intérieur n'est un instant ébranlé dans sa conviction mystique que la guerre est réelle et qu'elle doit se terminer victorieusement pour l'Océania, qui restera maîtresse incontestée du monde entier. Tous les membres du parti intérieur croient à cette conquête comme à un article de foi. Elle sera réalisée, soit par l'acquisition graduelle de territoires, ce qui permettra de construire une puissance d'une écrasante supériorité, soit par la découverte d'une arme nouvelle contre laquelle il n'y aura pas de défense. La recherche de nouvelles armes se poursuit sans arrêt. Elle est l'une des rares activités restantes dans lesquelles le type d'esprit inventif ou spéculatif peut trouver un exutoire. Actuellement, la science, dans le sens ancien du mot, a presque cessé d'exister dans l'Océania. Il n'y a pas de mot pour science en novlangue. La méthode empirique de la pensée, sur laquelle sont fondées toutes les réalisations du passé, est opposée aux principes les plus essentiels de Langsoc. Les progrès techniques eux-mêmes ne se produisent que lorsqu'ils peuvent, d'une façon quelconque, servir à diminuer la liberté humaine. Dans tous les arts utilitaires, le monde piétine ou recule. Les champs sont cultivés avec des charrues tirées par des chevaux, tandis que les livres sont écrits à la machine. Mais dans les matières d'une importance vitale, ce qui veut dire, en fait, la guerre et l'espionnage policier, l'approche empirique est encore encouragée ou, du moins, tolérée. Les deux buts du parti sont de conquérir toute la surface de la terre et d'éteindre une fois pour toutes les possibilités d'une pensée indépendante. Il y a, en conséquence, deux grands problèmes que le parti a la charge de résoudre.
L'un est le moyen de découvrir, contre sa volonté, ce que pense un autre être humain. L'autre est le moyen de tuer plusieurs centaines de millions de gens en quelques secondes, sans qu'ils en soient avertis. Dans la mesure où continue la recherche scientifique, cela est son principal objet. Le savant d'aujourd'hui est soit une mixture de psychologue et d'inquisiteur qui étudie avec une extraordinaire minutie la signification des expressions du visage, des gestes, des tons de la voix et expérimente les effets, pour l'obtention de la vérité, des drogues, des chocs thérapeutiques, de l'hypnose, de la torture physique. Soit un chimiste, un physicien ou un biologiste, intéressé seulement par les branches de sa spécialité, qui se rapportent à la suppression de la vie. Dans les vastes laboratoires du ministère de la Paix et dans les centres d'expérience cachés dans les forêts brésiliennes ou dans le désert australien ou dans les îles perdues de l'Antarctique, des équipes d'experts sont infatigablement au travail. Quelques-uns s'occupent d'établir les plans des guerres futures. D'autres inventent des bombes fusées de plus en plus grosses, des explosifs de plus en plus puissants, des blindages de plus en plus impénétrables. D'autres recherchent des gaz nouveaux et plus mortels, ou des poisons solubles que l'on pourrait produire en quantité suffisante pour détruire la végétation de continents entiers, ou encore des espèces de germes de maladies immunisés contre tous les antidotes possibles. D'autres travaillent à la fabrication d'un véhicule qui pourrait circuler sous terre comme un sous-marin sous l'eau, ou pour construire un aéroplane aussi indépendant de sa base qu'un navire à voile. D'autres explorent les possibilités même les plus lointaines, comme de concentrer les rayons du soleil à travers des lentilles suspendues à des milliers de kilomètres dans l'espace, ou bien de produire des tremblements de terre artificiels ou des raz-de-marée, en agissant sur la chaleur du centre de la Terre. Mais aucun de ces projets n'approche jamais de la réalisation, et aucun des trois super-États ne gagne jamais sur les autres une avance significative. Le plus remarquable est que les trois puissances possèdent déjà, dans la bombe atomique, une arme beaucoup plus puissante que celle que leurs recherches actuelles sont susceptibles de découvrir. Bien que le parti, suivant son habitude, revendique l'honneur de cette invention, les bombes atomiques apparurent dès l'époque 1940-1949 et furent pour la première fois employées sur une large échelle environ 10 ans plus tard. Une centaine de bombes furent alors lâchées sur les centres industriels, surtout dans la Russie d'Europe, l'Ouest européen et l'Amérique du Nord. Elles avaient pour but de convaincre les groupes dirigeants de tous les pays que quelques bombes atomiques de plus entraîneraient la fin de la société organisée et, partant, de leur propre puissance. Ensuite, bien qu'aucun accord formel ne fût jamais passé, ou qu'on y fit même allusion, il n'y eut plus de lâcher de bombes. Les trois puissances continuent simplement à produire des bombes atomiques et à les emmagasiner en attendant une occasion décisive qu'elles croient toutes devoir se produire tôt ou tard. En attendant, l'art de la guerre est resté stationnaire pendant 30 ou 40 ans. Les hélicoptères sont plus employés qu'ils ne l'étaient anciennement. Les bombardiers ont été en grande partie supplantés par des projectiles à propulseurs, et le fragile et mobile cuirassé a été remplacé par la forteresse flottante, qu'il est presque impossible de couler. Mais autrement, il y a eu peu de perfectionnement. Le tank, le sous-marin, la torpille, la mitrailleuse, même le fusil et la grenade à main sont encore employés. Et, en dépit des interminables massacres rapportés par la presse et les télécrans, les batailles désespérées des guerres antérieures au cours desquelles des centaines de milliers ou même de millions d'hommes étaient tués en quelques semaines ne se sont jamais répétées. Aucun des trois super-États ne tente jamais un mouvement qui impliquerait le risque d'une défaite sérieuse. Quand une opération d'envergure est entreprise, c'est généralement une attaque par surprise contre un allié. La stratégie que les trois puissances suivent toutes trois, ou prétendent suivre, est la même. Le plan est, par une combinaison de lutte, de marche, de coups de force au moment opportun, d'acquérir un anneau de base encerclant complètement l'un ou l'autre des États d'un rival,
puis de signer un pacte d'amitié avec ce rival et de rester avec lui en termes de paix assez longtemps pour endormir sa suspicion. Pendant ce temps, des fusées chargées de bombes atomiques seraient amoncelées à tous les points stratégiques. Finalement, elles seraient toutes allumées simultanément et leurs effets seraient si dévastateurs qu'ils rendraient impossible toute représaille. Il serait temps alors de risquer un pacte d'amitié avec la puissance mondiale restante, en vue d'une autre attaque. Ce plan, il est à peine besoin de le dire, est un simple rêve éveillé, impossible à réaliser. De plus, il n'y a jamais aucune bataille, sauf dans les territoires disputés autour de l'équateur et du pôle. Aucune invasion de territoire ennemi n'est jamais entreprise. C'est ce qui explique qu'en certains endroits, les frontières entre les super-États soient arbitraires. L'Eurasia, par exemple, pourrait aisément conquérir les îles britanniques qui, géographiquement, font partie de l'Europe. D'un autre côté, il serait possible à l'Océania de pousser ses frontières jusqu'au Rhin, ou même jusqu'à la Vistule. Mais ce serait violer le principe suivi par tous, bien que jamais formulé, de l'intégrité culturelle. Si l'Océania conquérait les territoires connus à une époque sous les noms de France et d'Allemagne, il lui faudrait ou en exterminer les habitants, tâche d'une grande difficulté matérielle, ou assimiler une population d'environ 100 millions d'habitants qui, en ce qui concerne le développement technique, sont approximativement au niveau océanien. Le problème est le même pour les trois super-États. Il est absolument nécessaire à leur structure qu'ils n'aient aucun contact avec l'étranger sauf, dans une mesure limitée, avec les prisonniers de guerre et les esclaves de couleur. Même l'allié officiel du moment est toujours regardé avec une sombre suspicion. Mis à part les prisonniers de guerre, le citoyen ordinaire de l'Océania ne pose jamais les yeux sur un citoyen de l'Eurasia ou de l'Estasia, et on lui défend d'étudier les langues étrangères. Si les contacts avec les étrangers lui étaient permis, il découvrirait que ce sont des créatures semblables à lui-même, et que la plus grande partie de ce qu'on lui a raconté d'eux est fausse. Le monde fermé, scellé, dans lequel il vit, serait brisé, et la crainte, la haine, la certitude de son bon droit, desquels dépend sa morale, pourraient disparaître. Il est par conséquent admis de tous les côtés que, si souvent que la Perse, l'Égypte, Java ou Ceylan puissent changer de main, les frontières principales ne doivent jamais être franchies que par des bombes. En dessous de tout cela, il est un fait, jamais exprimé tout haut, mais tacitement compris, et qui inspire la conduite de chacun, c'est que les conditions de vie dans les trois super-États sont sensiblement les mêmes. Dans l'Océania, la philosophie dominante s'appelle Langsoc. En Eurasia, elle s'appelle néo-bolchevisme. En Estasia, elle est désignée par un mot chinois habituellement traduit par culte de la mort, mais qui serait peut-être mieux rendu par oblitération du moi. On ne permet pas aux citoyens de l'Océania de savoir quoi que ce soit de la doctrine des deux autres philosophies, mais on lui enseigne à les exécrer et à les considérer comme des outrages barbares à la morale et au sens commun. En vérité, les trois philosophies se distinguent à peine l'une de l'autre, et les systèmes sociaux qu'elles supportent ne se distinguent pas du tout. Il y a partout la même structure pyramidale, le même culte d'un chef semi-divin, le même système économique existant par et pour une guerre continuelle. Il s'ensuit que les trois super-États non seulement ne peuvent se conquérir l'un l'autre, mais ne tireraient aucun avantage de leur conquête. Au contraire, tant qu'ils restent en conflit, ils se soutiennent l'un l'autre comme trois gerbes de blé. Comme d'habitude, les groupes directeurs des trois puissances sont, et en même temps ne sont pas, au courant de ce qu'ils font. Leur vie est consacrée à la conquête du monde, mais ils savent aussi qu'il est nécessaire que la guerre continue indéfiniment et sans victoire. Pendant ce temps, le fait qu'il n'y ait aucun danger de conquête rend possible la négation de la réalité qui est la caractéristique spéciale de Langsoc et des systèmes de pensée qui lui sont rivaux. Il est ici nécessaire de répéter ce qui a été dit ci-dessus. C'est qu'en devenant continuel,
la guerre a changé de caractère fondamental. Anciennement, une guerre, par définition presque, était quelque chose qui, tôt ou tard, prenait fin. D'habitude, par une victoire ou une défaite décisive. Anciennement aussi, la guerre était un des principaux instruments par lesquels les sociétés humaines étaient maintenues en contact avec la réalité physique. Tous les chefs, à toutes les époques, ont essayé d'imposer à leurs adeptes une fausse vue du monde, mais ils ne pouvaient se permettre d'encourager aucune illusion qui tendrait à diminuer l'efficacité militaire. Aussi longtemps que la défaite signifiait perte de l'indépendance ou quelque autre résultat généralement tenu pour indésirable, les précautions contre la défaite devaient être sérieuses. Les faits matériels ne devaient pas être ignorés. Dans la philosophie, la religion, l'éthique ou la politique, 2 et 2 peuvent faire 5, mais quand le chiffre 1 désigne un fusil ou un aéroplane, 2 et 2 doivent faire 4. Les nations inefficientes sont toujours tôt ou tard conquises, et la lutte pour l'efficience est ennemie des illusions. De plus, il est nécessaire, pour être efficient, d'être capable de recevoir les leçons du passé, ce qui signifiait avoir une idée absolument précise des événements du passé. Journaux et livres d'histoire étaient naturellement toujours enjolivés et influencés, mais le genre de falsification actuellement pratiquée aurait été impossible. La guerre était une sauvegarde, même de la santé, et, dans la mesure où les classes dirigeantes étaient affectées, c'était, probablement, la plus sûre des sauvegardes. Tant que les guerres pouvaient se gagner ou se perdre, aucune classe dirigeante ne pouvait être entièrement irresponsable. Mais quand la guerre devient littéralement continuelle, elle cesse aussi d'être dangereuse. Il n'y a plus de nécessité militaire quand la guerre est permanente. Le progrès peut s'arrêter, et les faits les plus patents peuvent être niés ou négligés. Comme nous l'avons vu, les recherches que l'on pourrait appeler scientifiques sont encore poursuivies, en vue de la guerre, mais elles sont essentiellement du domaine du rêve, et leur échec à fournir des résultats n'a aucune importance. L'efficience, même l'efficience militaire, n'est plus nécessaire. En Océania, sauf la police de la pensée, rien n'est efficient. Depuis que chacun des 3 super-États est imprenable, chacun est en effet un univers séparé, à l'intérieur duquel peuvent être pratiquées, en toute sécurité, presque toutes les perversions de la pensée. La réalité n'exerce sa pression qu'à travers les besoins de la vie de tous les jours. Le besoin de manger et de boire, d'avoir un abri et des vêtements, d'éviter d'avaler du poison ou de passer par les fenêtres du dernier étage, et ainsi de suite. Entre la vie et la mort, entre le plaisir et la peine physique, il y a encore une distinction. Mais c'est tout. Coupé de tout contact avec le monde extérieur et avec le passé, le citoyen d'Océania est comme un homme des espaces interstellaires qui n'a aucun moyen de savoir quelle direction monte et laquelle descend. Les dirigeants d'un tel État sont absolus, plus que n'ont jamais pu l'être les pharaons ou les Césars. Ils sont obligés d'empêcher leurs adeptes de mourir d'inanition en nombre assez grand pour être un inconvénient. Et ils sont obligés de s'en tenir au même bas niveau de technique militaire que leurs rivaux, mais ce minimum réalisé, ils peuvent déformer la réalité et lui donner la forme qu'ils choisissent. La guerre, donc, si nous la jugeons sur le modèle des guerres antérieures, est une simple imposture. Elle ressemble aux batailles entre certains ruminants dont les cornes sont plantées à un angle tel qu'ils sont incapables de se blesser l'un l'autre. Mais, bien qu'irréelle, elle n'est pas sans signification. Elle dévore le surplus des produits de consommation et elle aide à préserver l'atmosphère mentale spéciale dont a besoin une société hiérarchisée. Ainsi qu'on le verra, la guerre est une affaire purement intérieure. Anciennement, les groupes dirigeants de tous les pays, bien qu'il leur fût possible de reconnaître leur intérêt commun et, par conséquent, de limiter les dégâts de la guerre, luttaient réellement les uns contre les autres,
et celui qui était victorieux pillait toujours le vaincu. De nos jours, ils ne luttent pas du tout les uns contre les autres. La guerre est engagée par chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets, et l'objet de la guerre n'est pas de faire ou d'empêcher des conquêtes de territoire, mais de maintenir intacte la structure de la société. Le mot « guerre » lui-même est devenu erroné. Il serait probablement plus exact de dire qu'en devenant continue, la guerre a cessé d'exister. La pression particulière qu'elle a exercée sur les êtres humains entre l'âge néolithique et le début du XXe siècle a disparu et a été remplacée par quelque chose de tout à fait différent. L'effet aurait été exactement le même si les trois super-États, au lieu de se battre l'un contre l'autre, s'entendaient pour vivre dans une paix perpétuelle, chacun inviolé à l'intérieur de ses frontières. Dans ce cas, en effet, chacun serait encore un univers clos, libéré à jamais de l'influence assoupissante du danger extérieur. Une paix qui serait vraiment permanente serait exactement comme une guerre permanente. Cela, bien que la majorité des membres du parti ne le comprennent que dans un sens superficiel, est la signification profonde du slogan du parti. La guerre, c'est la paix. Winston arrêta un moment sa lecture. Quelque part, dans le lointain, tonna une bombe fusée. La félicité qu'il éprouvait à être seul avec le livre défendu, dans une pièce sans télécran, n'était pas épuisée. La solitude et la sécurité étaient des sensations mêlées, en quelque sorte, à la fatigue de son corps, au moelleux du fauteuil, au contact de la faible brise qui entrait par la fenêtre et se jouait sur son visage. Le livre le passionnait ou, plus exactement, le rassurait. Dans un sens, il ne lui apprenait rien de nouveau, mais il n'en était que plus attrayant. Il disait ce que lui, Winston, aurait dit, s'il lui avait été possible d'ordonner ses pensées éparses. Il était le produit d'un cerveau semblable au sien, mais beaucoup plus puissant, plus systématique, moins dominé par la crainte. Les meilleurs livres, se dit-il, sont ceux qui racontent ce que l'on sait déjà. Il revenait au chapitre 1 quand il entendit le pas de Julia dans l'escalier et se leva de son fauteuil pour aller au-devant d'elle. Elle déposa sur le parquet son sac à outils brun et se jeta dans les bras de Winston. Il y avait plus d'une semaine qu'ils ne s'étaient vus. « J'ai le livre, » dit-il, quand ils se séparèrent. « Oh, tu l'as ? Bien, » dit-elle, sans montrer beaucoup d'intérêt. Presque immédiatement, elle s'agenouilla devant le fourneau à pétrole pour faire le café. Ils ne revinrent sur ce sujet qu'après être restés au lit une demi-heure. La soirée était juste assez fraîche pour qu'il fût nécessaire de remonter le couvre-pied. D'en bas venait le bruit familier des chansons et le claquement des bottes sur les pavés. La femme au bras rouge brique que Winston avait vue là lors de sa première visite était presque à demeure dans la cour. Il semblait qu'elle passât toutes les heures du jour à marcher dans un sens ou dans l'autre entre le baquet à laver et la corde à linge. Tantôt elle fermait la bouche sur des épingles à linge, tantôt elle faisait éclater un chant lascif. Julia s'était installée sur le côté et semblait déjà sur le point de s'endormir. Winston allongea le bras pour prendre le livre sur le parquet et s'assit, appuyé au dossier du lit. « Nous devons le lire, » dit-il. « Toi aussi. Tous les membres de la fraternité doivent le lire. »« Lis-le, » dit-elle, les yeux fermés. « Lis-le tout haut. C'est la meilleure manière. Ainsi, tu pourras me l'expliquer au fur et à mesure. » L'aiguille de la pendule était sur 6, ce qui signifiait 18 heures. Ils avaient 3 ou 4 heures devant eux. Winston appuya le livre sur ses genoux et se mit à lire.